Ma grand-mère m'a trouvé dans un refuge et m'a dit « Et le fonds fiduciaire que j'avais créé ?» J'ai dû lui expliquer que ma famille avait tout dépensé et lui avait fait croire que je me droguais. Un simple clic de votre part peut faire toute la différence. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Voyons jusqu'où cette histoire nous mènera. J.E. trier des vêtements donnés au refuge pour femmes quand sœur Clara m'a appelé. Anna, quelqu'un est là pour toi. J'ai eu un mauvais pressentiment. Personne ne savait que j'étais là. J'avais pris soin d'aller au centre-ville plutôt qu'à celui près de mon ancien quartier. À travers la vitre en plastique rayé, je l'ai vue, grand-mère Éléanore, debout à côté de sa Cadillac argentée, comme perdue au milieu du bitume fissuré et des grillages. Elle avait 83 ans, mais se tenait droite comme un chêne, sa casquette d'église parfaitement épinglée malgré le vent de novembre. Mes mains se mirent à trembler. Je ne l'avais pas vue depuis 2 ans. Pas depuis que maman lui avait dit que j'avais mal tourné et que nous avions rompu tout contact. C'est ma grand-mère, murmurai-je. Sœur Clara me serra l'épaule. Elle a l'air folle d'inquiétude, ma chérie. Tu devrais lui parler. Je suis sortie, mes baskets données crissant sur le gravier. Le visage de grand-mère s'est décomposé quand elle m'a vue. Elle m'a vraiment vue. Le poids que j'avais perdu, les cernes sous mes yeux, mes vêtements qui flottaient. Ma petite fille, a-t-elle murmuré en tendant la main vers moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. Grand-mère, ta mère a dit que tu étais en cure de désintoxication. Tu as dit que tu avais volé la famille, que tu étais devenue toxicomane, que tu refusais toute aide. Sa voix s'est brisée. Mais sœur Clara vient de me dire que tu es bénévole ici depuis 3 mois, et que tu vis à l'étage. Alors quelqu'un me ment, et je dois savoir qui. Grand-mère m'a tiré vers un banc devant le refuge. Sa poigne était étonnamment forte. Parle-moi, Anna, tout de suite. J.E. ne savait pas par où commencer. Ces 2 dernières années, c'était comme essayer d'expliquer un ouragan. Comment décrire une telle destruction? Je ne me drogue pas, grand-mère. Je ne l'ai jamais fait. Alors pourquoi vis-tu dans un refuge pour sans-abri? Et le fonds fiduciaire que j'ai créé pour tes 18 ans? Il y a 200 000 $. Même si tu ne vis que des intérêts, c'est suffisant pour un appartement, de la nourriture, les transports. Elle scruta mon visage. Où est ton argent? Le fonds fiduciaire. Il croyait encore que je l'avais. Ma gorge se serra et les larmes me brûlèrent les yeux. Grand-mère, je n'ai pas d'argent. J'ai 17 $ dans mon portefeuille et un sac de sport à l'étage avec toutes mes affaires. Explique-toi. C'est tout ce qu'elle dit. Mais ces mots résonnèrent comme le marteau d'un juge. Alors, je m'exécutai. Je lui ai raconté comment maman m'avait convaincu de mettre son nom sur le compte au cas où il m'arriverait quelque chose. Elle disait que les familles partagent leurs ressources et que j'étais égoïste de tout garder pour moi. J'avais 19 ans et j'étais naïve. Je croyais encore que la famille était synonyme de sécurité. J'ai signé les papiers à sa banque. Elle a pleuré et m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit que j'étais une si bonne fille. 2 semaines plus tard, le compte était vide. Vide. La voix de grand-mère était glaciale. Pas un centime. J'ai appelé la banque, mais comme je l'avais autorisée comme cotitulaire, c'était parfaitement légal. Elle a tout transféré sur le compte joint qu'elle partageait avec papa. Mon père, Robert Thompson, travaillait dans la finance, gagnait bien sa vie, portait des costumes de marque, mais il avait toujours vécu au-dessus de ses moyens. Et apparemment, mon fonds de placement était la réponse à ses prières. Quand je les ai confrontés, ils ont prétendu que j'avais accepté qu'ils investissent mon argent. Ils disaient qu'ils allaient le placer dans un placement à haut rendement qui triplerait ma mise en 5 ans. J'étais jeune et je les ai crus. J'ai gardé l'espoir pendant 1 an. Ils n'arrêtaient pas de me dire d'être patiente. Puis ma cousine Lisa, tu te souviens de Lisa? Elle s'est enivrée à Thanksgiving et a laissé échapper l'information. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à croire qu'ils aient acheté cette maison au bord du lac avec mon argent. Mais au moins ils la laissaient y rester. Grand-mère serra les poings. La maison au bord du lac à Clearwater. Celle que ta mère publie partout sur Facebook. C'est bien celle-là. Ils l'ont achetée comptant pour 100 000 $. Mon fonds de fiducie plus un prêt qu'ils ont contracté. J'ai ri amèrement. Quand j'ai exigé d'être remboursé, ils m'ont dit de le prouver. Ils ont prétendu que je me souvenais mal, que je n'avais jamais eu autant d'argent. C'est là que la situation a vraiment dégénéré. J'ai insisté.
Grand-mère s'est figée, comme avant un orage. Papa disait que j'étais hystérique et irrationnelle. Maman s'est mise à pleurer, disant que je les accusais de vol, que j'essayais de détruire la famille. Elle a appelé l'oncle Michael, la tante Rebecca, mes cousins, tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Elle leur a dit que j'avais un problème de drogue et que j'inventais des histoires invraisemblables pour avoir de l'argent pour ma consommation. Ce souvenir m'a serré le cœur. En une semaine, la moitié de la famille avait bloqué mon numéro. Les autres n'arrêtaient pas de me demander quand j'allais enfin me faire soigner. Maman a même publié un message sur Facebook pour demander qu'on prie pour moi. Sa fille, en proie à des difficultés et aux problèmes d'addiction, était en difficulté. Ma grand-mère a insisté. C'est pour ça qu'elle m'a dit de ne pas te contacter. Elle a dit que ça encouragerait tes comportements destructeurs. Elle était très convaincante. J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro de téléphone fixe était hors service. Je suis venu chez toi, mais tu avais déménagé dans cette résidence pour personnes âgées à Willowbrook. Personne n'a voulu me donner ta nouvelle adresse. Maman a dit que tu avais accepté que je touche le fond avant de me reparler. Je n'ai jamais dit ça, murmura grand-mère. J'ai déménagé parce que les escaliers étaient devenus trop difficiles à monter. Ta mère m'a aidé à choisir l'appartement. Elle a dû te tenir à l'écart exprès. Oui. Après avoir compris qu'il m'avait mise à l'écart, j'ai essayé de me débrouiller seule. Le vent de novembre transperçait ma fine veste, mais la présence de grand-mère me donnait la force de continuer à parler. Je travaillais à l'épicerie Johnson et j'avais un studio à Brookside. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Puis maman est arrivée à mon travail et a commencé à dire à mon responsable que je volais pour financer ma consommation de drogue, qu'il devrait vérifier ma caisse de prêt et me surveiller au rayon pharmacie. Au début, mon responsable, Mark Johnson, avait bien réagi. Il lui avait demandé de partir, m'avait dit que j'étais une bonne employée, mais elle revenait sans cesse. 2 fois par semaine, elle se postait sur le parking, téléphone à la main, et me filmait en train de marcher jusqu'à ma voiture. Elle publiait ensuite les vidéos en ligne, prétendant documenter la dégradation de l'état de santé de sa fille. Des gens que je connaissais depuis toujours ont commencé à traverser la rue en me voyant. Puis quelqu'un a tagué « Toxico » sur la porte de mon appartement. Mon propriétaire a dit avoir reçu des inquiétudes de la part des voisins concernant des activités suspectes dans mon logement. Il n'a pas renouvelé mon bail. J'ai croisé le regard de ma grand-mère. J'ai perdu mon appartement. Impossible d'en trouver un autre. Les propriétaires tapaient mon nom sur Google et tombaient sur les publications Facebook de ma mère. J'ai logé chez mon amie Sarah pendant 3 mois, jusqu'à ce que son copain trouve ça bizarre. J'ai essayé de me reconstruire, ai-je dit, la voix plus assurée. J'ai trouvé un boulot dans un centre d'appel en ville. J'ai mis de côté le moindre sou sur un nouveau compte bancaire dont ma mère ignorait l'existence. Je m'en sortais plutôt bien, en fait. Je commençais à me dire que je pourrais peut-être m'en sortir. Ma grand-mère attendait, et je savais que le pire était à venir. Puis, ma tante Rebecca m'a appelé à l'improviste. Elle m'a dit qu'elle avait compris que maman mentait, qu'elle avait vu des relevés bancaires à la Maison du Lac avec le numéro de mon compte en fiducie dessus. Elle a dit qu'elle voulait m'aider à faire éclater la vérité. J'avais l'impression d'avaler du verre. Elle m'a demandé de la rejoindre au Milleres dîner. Elle a dit qu'elle apporterait des copies de tout. Je suis arrivée 1 heure en avance, tellement j'étais désespérée. J'ai commandé un café hors de prix et j'ai attendu. Le visage de grand-mère me disait qu'elle était déjà au courant. Elle n'est jamais venue, n'est-ce pas? Non, mais mes parents, eux, sont venus accompagnés d'un policier. Ce souvenir me paraissait encore irréel. Maman s'est mise à pleurer, disant que je harcelais la famille, que je les menaçais, que je les traquais. Elle avait des captures d'écran de SMS que j'étais censée avoir envoyées. Des SMS que je n'avais jamais envoyés. Papa avait fait imprimer une ordonnance d'éloignement, officielle, m'interdisant de m'approcher à moins de 150 mètres de tout membre de la famille ou de leur propriété. L'agent était désolé mais ferme. Il m'a escorté dehors sous le regard de tout le restaurant. J'ai entendu quelqu'un murmurer « C'est encore cette fille toxicomane ». Triste. J'ai perdu mon emploi au centre d'appel le lendemain. J'ai continué à travailler. Quelqu'un a envoyé à mon superviseur des liens vers des publications Facebook de ma mère, ainsi qu'une fausse information selon laquelle j'utilisais mon ordinateur professionnel pour acheter de la drogue en ligne. Ils m'ont licencié pour violation du règlement intérieur avant même que je puisse me défendre.
Ces 3 mois m'ont paru une éternité. Je n'ai plus d'économie. Je n'arrivais pas à trouver un autre travail car chaque recherche Google ne faisait que révéler les mensonges de ma mère. J'ai fini par dormir dans ma voiture, une Honda de 2003 avec un chauffage en panne, jusqu'à ce qu'elle soit mise en fourrière pour des amendes de stationnement impayées. Sœur Clara m'a trouvée assise devant la bibliothèque municipale, connectée au Wi-Fi, à postuler à des emplois qui ne donnaient jamais de réponse. Elle ne m'a posé aucune question. Elle m'a simplement dit que le refuge offrait un lit et 3 repas par jour si j'étais prête à aider aux tâches ménagères. Voilà comment je me suis retrouvée ici. Je fais du bénévolat à l'accueil, j'aide d'autres femmes à se reconstruire. Ça a donné un sens à ma vie. Vous savez, ces femmes, elles ont vécu l'enfer, la toxicomanie, les violences, la maladie mentale. Et moi, je n'ai aucun de ces problèmes, à part une famille qui m'a volé et qui a fait croire à tout le monde que j'étais le problème. Grand-mère se leva, tremblante de tout son corps. Prends tes affaires. Tu rentres à la maison avec moi. Grand-mère, Anna, on va régler ça dès aujourd'hui. L'appartement de grand-mère à Willowbrook était exactement comme je l'avais imaginé. De bon goût, confortable, rempli de photos d'une famille qui m'avait effacé de leur histoire. Asseyez-vous, ordonna-t-elle en désignant son canapé à fleurs. Je vais passer des coups de fil. D'abord, elle appela son avocat, David Friedman, qui s'occupait de sa succession depuis 30 ans. Dave, j'ai besoin que vous retrouviez les documents relatifs à un fonds de fiducie que j'ai créé en 2019. Oui, celui pour ma petite fille, Anna Thompson. Je dois savoir où chaque centime est allé et qui a autorisé quoi. Un instant. Elle mit le haut-parleur. Pendant que nous attendions, elle ouvrit son ordinateur portable avec une aisance surprenante pour son âge. Ta mère ne sait pas que je me débrouille en informatique maintenant. C'est mon amie Betty qui m'a appris. Voyons voir ce qu'elle a publié. Le Facebook de maman était un modèle de manipulation. Des dizaines de publications sur sa fille à problème. Des propos soigneusement formulés pour suggérer une dépendance sans accusations explicites. Des photos de la maison au bord du lac, légendées, photos de vacances idylliques à Cancun le mois dernier. Sac à main de marque, voiture neuve. Elle mène une vie confortable, observa froidement grand-mère. Monsieur Friedman reprit la ligne. Madame Thompson, j'ai les relevés. C'est très inhabituel. Le compte montre que votre petite-fille a autorisé un virement total vers un compte joint appartenant à Robert et Suzanne Thompson le 15 août 2022. Cependant quoi, Dave? Cependant, poursuivit Monsieur Friedman, il y a des irrégularités dans les documents. La légalisation semble suspecte. C'est le même notaire qui s'est occupé du renouvellement de la licence immobilière de votre belle-fille. La signature paraît bâclée. Et surtout, Anna avait 19 ans à l'époque, et l'acte de fiducie initial comportait des clauses relatives à la consultation d'un conseiller financier avant tout retrait important, clauses qui n'ont pas été respectées. Grand-mère se pencha en avant. Peut-on contester cela? C'est possible. Il faudrait prouver la contrainte ou la fraude. Madame Thompson, je consulte actuellement les registres fonciers. Votre fils et votre belle-fille ont acheté une propriété pour 425 000 $, comptant 3 semaines après ce transfert. Leurs déclarations de revenus précédentes font état d'un endettement important. Le calendrier est accablant. J'ai senti quelque chose se déployer en moi. De l'espoir, peut-être, ou une forme de revanche. Ce n'est pas tout. Monsieur Friedman a dit, je vois des demandes de prêt où ils ont déclaré des actifs, y compris ce fonds de fiducie, en garantie. C'est illégal s'ils l'ont obtenu par la contrainte. Ils ont également puisé dans votre fiducie principale, celle que vous avez léguée à vos petits-enfants, en utilisant une procuration médicale qui ne devrait pas couvrir les décisions financières. Le visage de grand-mère devint livide. Combien? 80 000 $ ces 18 derniers mois. Il prétendait que c'était pour vos soins, vos médicaments, les frais de résidence pour personnes âgées. Mais d'après ces relevés, vous payez vos propres dépenses avec votre pension. C'est salaud, souffla grand-mère. Je ne l'avais jamais entendu jurer ainsi. Dave, dépose tous les documents nécessaires. Plainte, tout. Je veux récupérer l'argent de ma petite fille et je veux qu'il soit poursuivi. La voix de grand-mère était d'acier. Je veux que chaque centime soit comptabilisé. Bloque aussi mes principaux comptes en fiducie. S'ils m'ont volé, d'autres petits-enfants pourraient être en danger.
Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi. Demain, on va à la maison au bord du lac. On va les confronter avec des preuves et on va tout enregistrer. Le Maryland autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie, et je vais m'en servir. Mamie, ils ont une ordonnance restrictive contre moi, fondée sur de fausses accusations. Dave a déjà demandé le rejet de la plainte, mais tu n'iras pas de toute façon. Moi, si. Tu vas attendre dans la voiture avec ton téléphone, en enregistrant tout avec le mien. On va faire ça, d'accord? Elle sortit son téléphone et ses doigts parcoururent l'écran. J'envoie un SMS à ta mère. Je passe demain à 14 heures. Il faut qu'on parle de choses familiales. Ne prends pas d'autres dispositions. La réponse est arrivée en quelques secondes. Maman, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Bien sûr, on serait ravis de te voir. Regarde comme elle est mignonne quand elle se croit en sécurité, murmura grand-mère. Le message suivant. Est-ce à propos d'Anna? Dis-moi qu'elle ne t'a pas embêtée. On s'inquiète tellement pour elle, répondit grand-mère. On en reparlera demain. La maison au bord du lac était obscène, tout en verre et en angle moderne, perchée sur un emplacement de choix en bordure de l'eau. Mon héritage s'y affichait sous forme architecturale. Grand-mère s'était parée de son plus beau tailleur, son téléphone dans la poche, déjà en train d'enregistrer. Je l'observais depuis sa voiture garée un peu plus loin. Mon propre téléphone était connecté au sien grâce à une application que son amie Betty lui avait montrée. Maman ouvrit la porte en pantalon de yoga qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel. Maman, entre. On vient de préparer le déjeuner. Je ne suis pas là pour déjeuner. Suzanne. Grand-mère la dépassa et entra dans l'entrée au sol de marbre. Papa sortit de la cuisine, l'air faussement chaleureux. Éléanore, quelle surprise! Si c'est à propos du dernier épisode d'Anna, asseyez-vous, Robert, tous les deux. À présent, quelque chose dans sa voix les fit obéir. Grand-mère sortit un dossier de documents. Le fonds fiduciaire d'Anna. Où est-il? Maman, on vous a déjà expliqué. Commença papa. Elle n'a jamais eu autant qu'elle le croit. 200 000 $ créés en 2019, transférés intégralement sur votre compte joint en août 2022. J'ai les relevés ici. J'ai aussi les documents attestant que vous avez acheté cette maison 3 semaines plus tard. Vous voulez modifier votre version des faits? Le silence était assourdissant. Elle nous a donné son accord. Maman a finalement avoué vouloir aider la famille en falsifiant sa signature. Grand-mère a balayé d'un revers de main l'analyse du notaire en soutirant 80 000 $ à un jeune de 19 ans grâce à une procuration médicale frauduleuse, qu'elle a manipulée. Maman est devenue livide. Nous avions besoin de toi. Tu avais besoin de l'avenir tout entier de ma petite fille. Tu avais besoin de détruire sa réputation pour qu'elle ne puisse pas se défendre. Tu avais besoin de la mettre à la rue. La voix de grand-mère s'éleva. Je l'ai trouvée dans un refuge, Suzanne. Un refuge? Pendant que tu publies des photos de vacances et que tu t'achètes des sacs de marque avec l'argent que tu as volé. Papa se leva. Tu dois te calmer. Assieds-toi. Grand-mère n'a pas crié, mais quelque chose dans sa voix l'a fait se laisser retomber sur sa chaise. Voilà ce qui va se passer. Tu vas vendre cette maison. Tu vas liquider tous les biens que tu as achetés avec l'argent d'Anna. Tu vas rembourser intégralement son fonds de fiducie, plus les intérêts. Tu vas me rembourser ce que tu m'as volé. Et tu vas publier des excuses publiques sur Facebook en admettant avoir menti sur toute la ligne. On ne peut pas faire ça, Mohamed. On va tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de commettre cette fraude. Robert, j'appelle ton employeur. Voyons voir comment une société de services financiers réagit aux employés qui volent leurs proches. Tu n'oserais pas, souffla papa. Regarde-moi. Tu as fait de ma petite fille une paria. Tu l'as mise à la rue. Tu lui as volé son avenir. Je vous réduirai en cendres s'il le faut. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau de Monsieur Friedman, en train de signer des papiers. Et la maison avait été vendue à perte lors de la vente rapide, mais suffisamment pour récupérer mon fonds fiduciaire plus les intérêts. Mes parents étaient poursuivis pour fraude et abus financiers envers une personne âgée. Ils avaient été licenciés, arrêtés et ostracisés par la même famille qui m'avait trahi. Mon oncle Michael avait appelé pour s'excuser. Lisa et 3 cousins aussi. Tante Rebecca prétendait avoir toujours su que quelque chose clochait.
Je n'ai pas répondu à ses appels. L'ordonnance restrictive a été levée et j'en ai déposé une moi-même. Maman avait publié les excuses exigées par grand-mère et les commentaires étaient impitoyables. Sa vie parfaite sur Facebook s'était effondrée de façon spectaculaire. « Comment te sens-tu » demanda grand-mère en quittant le cabinet de Friedman. La vérité était complexe. J'ai l'impression d'avoir survécu à quelque chose qui aurait dû me détruire. Je suis en colère que cela se soit produit, mais surtout, je lui ai serré la main. Je me sens libre. J'ai trouvé un emploi dans une association qui aide les victimes de violences conjugales. Finalement, mon expérience en refuge s'est avérée précieuse. J'avais un nouvel appartement, modeste, mais à moi point j'étais retournée à l'université pour étudier le travail social. Mon histoire avait attiré l'attention des médias et j'avais reçu des dizaines de messages de personnes ayant vécu des expériences similaires. Ma grand-mère avait mis à jour son contrat de fiducie afin d'y inclure des protections spécifiques contre les abus financiers. Nous avions de nouveau nos dîners du dimanche, une belle façon de recréer ce que devrait être une famille. Tes parents se sont détruits, ma chérie, dit grand-mère. Tu as survécu et tu en es ressortie plus forte. En regardant mon reflet dans la vitre de la voiture, je reconnaissais à peine la petite fille brisée du refuge. Oui, dis-je en démarrant. C'est vrai. Les conséquences furent chaotiques. Procès, famille déchirée, longue nuit à surmonter le traumatisme. Mais j'ai appris une chose essentielle. Ceux qui vous aiment ne vous volent pas, ne vous détruisent pas, ne vous forcent pas à choisir entre la vérité et la famille. La vraie famille, comme grand-mère, vous retrouve dans les refuges et se bat pour votre dignité. La vraie famille n'exige pas votre silence pour en faire partie. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. Il s'agit de se reconstruire en quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais briser.